Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast du CFTC. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles technologies en lien avec les camions routiers. Et aujourd'hui, on a comme invité Serge Roy de chez Volvo. On va laisser se présenter Monsieur Roy. Fait qu'on part avec ça. Bonjour Serge. Bonjour Francis. Mon nom, effectivement, est Serge Roy de Paris Centre du Camion à Québec. Je suis représentant pour la Rive-Nord du Saint-Laurent pour le produit Volvo. Autant dans les marchés camions longue distance, camions régional ou camions vocationnels, communément appelés un 12 roues ou un 10 roues. Bon, parfait ça. Serge, nous, ce qu'on aimerait savoir, moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est, oui, les nouvelles technologies, mais en lien avec le chauffeur de camion, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a présentement qui va faire en sorte que ceux qui nous écoutent, qui ne conduisent pas de camion, auraient le goût de venir conduire un véhicule lourd? Hein? C'est quoi, là? Parce qu'on sait, hein, conduire un véhicule lourd, c'est compliqué, puis je sais qu'il y a des nouvelles technologies pour améliorer tout ça. Effectivement. Francis, dans un premier temps, si on parle au niveau confort intérieur de camion, ça a beaucoup évolué depuis les 20-25 dernières années. Moi-même étant de l'ancienne branche, si on veut, j'ai commencé dans le domaine dans les années 80. Il y a eu une évolution constante et exceptionnelle au niveau des conforts intérieurs, qu'on parle d'un système de climatisation, chauffage intégré électronique, qu'on parle d'un tableau de bord électronique, réfrigérateur, congélateur à bord du véhicule. On a des systèmes d'acclimatisés. Insonorisation aussi. Autonomes, insonorisation, visibilité. Tout ça sont des facteurs qui font en sorte que les camions d'aujourd'hui ont été améliorés d'une façon fantastique. Donc, le confort du chauffeur a augmenté énormément. Énormément. Donc, pour le confort, c'est correct. Oui. Pour la technologie, qu'est-ce qui va aider le chauffeur aujourd'hui là, avec les nouvelles technologies? Ben, étant rendu dans un air où est-ce que, on sait tous qu'il peut y avoir une pénurie de chauffeurs pour toutes sortes de raisons. Les manufacturiers ont développé des systèmes qui vont beaucoup faciliter l'opération du camion, qu'on commence par une transmission mécanique automatisée, qu'on commence avec des moteurs intelligents, des coupes moteurs qui vont varier, des conduites qui vont être plus sévères. Quand je parle de sévérité, on parle d'angle de braquage. Donc, des camions qui vont être beaucoup plus maniables qu'ils pouvaient l'être il y a 10 ans ou 15 ans passés. Parce qu'aujourd'hui, on a des camions automatisés. T'en parlais avec votre compagnie. C'est sûr et certain que c'est des véhicules qui sont plus faciles à opérer. Beaucoup plus faciles qu'avec le bras de vitesse manuel. On s'entend-tu que ça, c'est le bout compliqué pour certaines personnes quand on dit qu'on veut conduire un véhicule lourd. Donc, avec la nouvelle technologie, on parle d'automatiser, ça rend la chose facile. Pour ce qui est de la sécurité, oui. On parle là présentement, là, il y a beaucoup de sensors sur les nouveaux véhicules. Oui. C'est quoi qui s'en vient? Puis c'est quoi qu'il y a présentement là, pour aider là, quand on parle juste là, de... On roule le trafic, puis il y a d'autres choses qui arrivent autour de nous autres. Là. Écoute, Volvo a développé avec un autre manufacturier un système qu'on appelle l'anglicisme VADA pour Volvo Driver Assist. Ce système-là, lorsqu'on va être en mode régulation de vitesse, puis qui va être actionné, c'est que le camion devient pratiquement autonome. Si, pour une raison ou pour une autre, survenait un obstacle devant le camion Volvo équipé de la transmission automatisée iShift va faire en sorte que tout le fonctionnement camion va être géré par l'ordinateur, par le VADA. Je m'explique dans le sens que, par exemple, vous roulez à 105 km/h sur une autoroute, puis une voiture intervient devant vous à 90 km/h, ben, sans que le chauffeur ait intervenu, que ce soit de freiner, faire rétrograder la transmission, le système va gérer le camion en entier. Va freiner le camion, va actionner le frein moteur au besoin, va faire rétrograder la transmission, et ça d'une façon complètement automatisée. Et on peut aller jusqu'à un arrêt complet si le besoin se faisait sentir sans l'intervention du chauffeur. OK. Ça, c'est s'il est en mode cruise control. S'il est en mode régulation de vitesse, S'il l'a pas. S'il n'est pas... Il l'opère autonome, là. Oui. C'est lui-même qui l'opère. Est-ce que le système va détecter quand même qu'il y a un arrêt en avant? Effectivement. Même si je suis en mode normal, mode pédale, si on veut, tout dépendant l'ajustement que le système a eu lieu au préalable, parce qu'il y a un système où est-ce qu'on peut faire les ajustements de distance jusqu'à 6 distances différentes. Okay. Et on a aussi, dans le même système,
un bouton sur le volant qui nous permet d'ajuster nos distances avec les véhicules qui vont nous entourer. On va tenir compte aussi de la vitesse du camion, parce que moins le camion roule vite, plus la distance va être courte, et le contraire lorsque je vais rouler à 100 ou 105 km/h. Mais oui, effectivement, le système en mode pédale, le camion, s'il y a un obstacle, il va avoir une alarme, une deuxième alarme, et le camion va se freiner aussi automatiquement. Juste une question comme ça. On l'a vu en masse de vidéos, là, surtout sur la I-80 aux États, des carambolages. Oui. Le véhicule roule à 105 km/h et il y a un carambolage en avant suite à une perte de vision. Qu'est-ce que le système pourrait faire dans ce cas-là? Y a-t-il une possibilité qu'il arrête quand même le véhicule? Oui, effectivement. Tant aussi longtemps que le véhicule va percevoir un obstacle devant lui, automatiquement, le système va se mettre en branle et il peut aller jusqu'à un système sévère, si je peux appeler ça ici, là. C'est qu'il va avoir un freinage brusque du camion. Il y a le système VEST qu'on appelle, qui est l'antiversement, qui lui aussi va s'actionner pour maintenir camion et remorque en ligne droite sur la route. Il y a le système aussi qu'on appelle lane départure pour un système d'avertissement de changement de voie qui peut être inclus dans le camion Volvo. C'est qu'on parle d'un système de gestion de vitesse, d'obstacles probables. On parle d'un système qui va viser le chauffeur s'il y avait un changement de voie sans que lui s'en rende compte. On a le système anti-versement aussi qui va prendre en charge le camion. Donc, pour toutes ces raisons-là, on parle de système de sécurité approuvé pour l'avoir fait moi-même, l'avoir essayé moi-même, puis l'essayer en circuit fermé. Je vous dirais que toutes ces composantes-là font qu'aujourd'hui, un camion, à mon avis, est 10 fois plus sécuritaire qu'il faut l'être il y a 20 ans passés. On parlait tout à l'heure, juste avant de commencer le podcast, l'autonomie des véhicules. Oui. Vous me disiez que, tu me disais là, que votre compagnie avait déjà implanté un système de train de véhicules qui suivaient présentement en Europe. Oui. C'est déjà actif, ça. Le système est déjà actif, le système existe, le système a été éprouvé. Maintenant, reste à savoir si le système va être développé à court, moyen terme. Mm-hmm. Ouais. Là, on parlait de sécurité. On a vu que là, c'est rendu, là, écoute, on se promène avec la grosse voiture de luxe, là. Oui, effectivement. On ne plus, là. Effectivement. Pour ce qui est moteur, opération du véhicule, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi, là? Ben, pour 2018, je vous dirais, depuis 2018, il y a eu l'intégration du turbo compound, récupération d'énergie. C'est que l'activation du turbo, lorsque le camion est en mode performance, ben, il y a une partie de l'énergie qui va être retransférée directement au vilebrequin pour venir assister, si vous voulez, le moteur au niveau opérationnel. Aussi, Volvo ont développé des courbes de torque et de HP, des modes moteurs qu'on pourrait appeler EcoTorque, Dual Torque, XE, un ensemble XE qui fait que sur des routes dédiées, je pourrais avoir un régime moteur qui va être excessivement beau. On parle de 1067 tours minute pour une vitesse de croisière qui va jouer dans les 105 km/h. Donc, on parle de down speeding, puis le but premier, c'est d'avoir des camions équipés de moteurs qui vont avoir des régimes moteurs le plus bas possible, économie de carburant, environnement, etc. On peut aller chercher combien d'économie de carburant? On parle de litres au 100? Oui. De litres au 100, j'ai des clients, moi, qui font le marché américain, qui font de la côte ouest américaine. Et avec des masses totales en charge aux alentours de 80 000, 75 80 000 total. Pour l'aller-retour Californie, j'ai des clients qui me ramènent du 24, 26, 27 litres au 100. Hey, c'est bon, là. On parle d'un gros montant à la fin d'un mois, là. Oui, effectivement, effectivement. Je vous dirais, il y a 5 ans passés, quand le client m'abordait en me disant, écoute, là, j'ai fait un aller-retour à 27 litres au 100, ben, quand le client était parti, je m'en allais dans son camion, dans l'atelier, pour faire les comparatifs, m'assurer que. Aujourd'hui, le gars me dit ça, puis il s'est rendu normal, je vous dirais. Hey, as-tu pensé qu'il il y a longtemps, là, quand tu parlais des années 80, là, oui, j'ai commencé dans ces années-là. On avait des moteurs, des 8V92. Oui. On sortait du 3 puis 4000 au gallon. Là. Ouais. Ça, c'est quand on faisait attention. Effectivement. Aujourd'hui, là, on a vraiment été chercher là, une économie vraiment là, différente. Ouais. Puis je pense que c'est là que les compagnies de transport vont aller chercher le bénéfice.
On sait que dans le transport, là, ça joue serré. Le carburant est un grand investissement dans le transport, puis à partir de ce moment-là, ben oui, si on peut minimiser notre consommation, ben c'est des revenus additionnels que le transporteur ou le camionneur indépendant met dans ses poches. Effectivement. Tu parlais tantôt du turbo compound. Oui. On va chercher combien de puissance avec ça supplémentaire? On peut aller jusqu'à 50 HP récupérés par le turbo compound, turbo à récupération d'énergie. Donc, quelqu'un va se commander un moteur avec une puissance de 4,25, puis en réalité, il peut aller rechercher un 4,75. Non. C'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est que les HP moteurs demeurent. C'est que le besoin que l'opérateur aura à avoir avec le moteur, qui son camion, ben à partir du moment où le turbo compound peut retransmettre, exemple, 40, 30 ou 25 HP moteur, ben cette énergie-là transférée ne sera pas nécessaire à être développée par le moteur. Je sais pas si je comprends bien. Oh, oui. C'est que non, le HP va demeurer le même. On n'additionne pas. C'est qu'on vient assister la performance moteur qui, lui, va développer des HP avec une combustion interne. Oui. Ben, cette énergie-là venant du turbo va minimiser la consommation étant donné que je viens l'assister avec les HP procurés par le turbo compound. Un peu comme tantôt, tu disais, vous aviez un système qui permettait au moteur d'aller chercher juste la puissance nécessaire, qui savait quand le camion était vide ou pas. C'est bien ça? Effectivement. Tous les camions Volvo, que ce soit du vocationnel ou du camion longue route, chaque camion est équipé de ce qu'on appelle un capteur de charge. Un camion Volvo sait quand il va monter une côte, sait quand il va la descendre. Donc, avec toutes ces données-là, l'information est retransmise moteur et transmission de manière à toujours aller sélectionner le bon palier au niveau de la transmission, fournir l'énergie nécessaire pour traîner la charge, mais sans abuser de l'énergie qu'on doit donner. Fait que lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est aller chercher le maximum d'économie de carburant. Effectivement. Dans certains cas, le moteur va performer à 100%. Dans d'autres cas, où est-ce qu'exemple, je me retrouve avec une remorque vide, ben même s'il y a une application de pédale à 100%, si le facteur de charge ne nécessite pas autant de puissance, ben il va y avoir une régulation au niveau de la puissance du moteur qui va donner au powertrain, transmission et différentiel. Oui. Nouvelle technologie, on parle de ça. Pour ce qui est de l'avenir, oui. C'est quoi qui s'en vient? Des moteurs. Moi, j'ai déjà entendu dire, vous me direz si j'ai eu des mauvaises informations, que le système alluré actuel changerait. Ça serait plus du liquide, ça serait possiblement des cartouches. C'est-tu vrai, ça? Écoutez, on a de l'information du manufacturier. Volvo est un manufacturier suédois, donc souvent l'information vient du marché européen. Présentement, je vous dirais que l'urée est là pour rester de façon liquide. Le système est éprouvé. Depuis 2010, nous, chez Volvo, les régénérations actives stationnement ont été éliminées. Parce qu'avec le temps, les ingénieurs ont découvert et amélioré le système alluré qui faisait en sorte que les régénérations qu'on appelait parking n'étaient plus nécessaires. L'urée fait un excellent travail. Le temps nous dit qu'au niveau du diesel particulate filter, il y a beaucoup moins de suie. Puis c'est sûr que la conception interne du moteur, si on parlait d'un moteur D13 Volvo, avec des nouveaux pistons ondulés, nouvelle pression d'injection, nouvelle consommation du carburant dans la chambre à combustion, fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de suie là, qui va se produire, contrairement à la génération de moteurs 2007 à 2010, où est-ce qu'on retrouvait simplement un DPF sans urée. OK. Donc, vous êtes en train de me dire... T'es en train de me dire, je le respect, hein? Oui, c'est correct. En plus, qu'on doit être pas mal dans les mêmes âges. Ouais. On parle que la régénération passive n'existe plus. Elle va toujours être active. C'est ça que j'entends, là. Exactement. Fait que si c'est un moteur qui est quand même... On dit qu'il n'y a pas de trouble, là, et il n'y aura pas de danger là, que je vais être obligé, après, je sais pas, à faire de la ville pendant 2 heures, 3 heures, d'être obligé d'arrêter 3/4 d'heure pour faire une régénération? Effectivement. L'injecteur qu'on appelle injecteur 7 est toujours présent. Lorsque le camion va être en marche, si le camion opère dans des températures froides, que
la demande est minime. Par exemple, je parle d'un camion qui va ouvrir les chemins d'hiver, qui fait moins 30, puis qu'il n'y a plus de charge utile dans le camion. Donc, le moteur génère moins de BTU, moins de chaleur. Donc, à ce moment-là, oui, l'injecteur 7 pourra venir assister pour maintenir une température élevée, plus élevée, dans le DPF. Ah ouais. Mais dans des conditions normales, avec des charges normales et élevées, la chaleur qui est maintenant émise à l'échappement suffit pour régénérer le carbone ensemble dans le DPF. Ah, là, on parle d'injecteur 7. Oui. Je sais qu'il y en a 6 injecteurs. Il y a un Ouais, 7e quelque part. Là. On l'appelle le 7e, c'est qu'il y a une buse qui est montée à la sortie du turbo, puis qu'elle, par les températures d'échappement, va gérer s'il faut injecter de 3 à 5 millilitres de fuel à l'occasion pour maintenir une chaleur élevée dans le DPF. Pour la transformation carbone-cendre. En même temps, lorsque cela se produit, vous allez avoir un témoin lumineux dans le tableau de bord qui avise l'opérateur que présentement, il y a une régénération mouvement. Mais les régénérations qu'on disait parking de l'époque, que là, l'ordinateur nous disait stationne le camion, actif de régénération, chez Volvo, il n'y en a plus depuis 2010. Ça, c'était, écoute, la job de rêve, là, toujours être en train d'arrêter pour se faire une régénération. Là. On parle de technologie moteur, électricité. Moteur électrique, ça vient-tu, ça? Présentement, Volvo, pour l'année 2019, vont avoir une quantité de camions à cabine de jour qui vont être distribués dans l'État de la Californie. On parle de là. 2019, probablement 2020. qu'à l'heure où on se parle, effectivement, il y a déjà des camions en cabine de jour, camions régionaux qu'on appelle dans la série VNR, qui fonctionnent 100% électriques. Et la distribution nord-américaine est peut-être prévue, là. C'est eux qui vont nous reconfirmer, mais pour 2020, là. Donc, c'est tout près. Puis l'autonomie de ça, c'est quoi? L'autonomie, écoutez, ce qu'on nous donne comme information, on parle de peut-être 300 km ou 6 heures, mais ça serait à revoir. Je vais laisser les gens de Volvo là, divulguer les sources. Ils ont-tu parlé d'une puissance moteur? Ils ont-tu parlé d'une puissance de couple? Non. Là, tout ce qu'on parle, c'est d'un camion 100% électrique qui va être utilisé dans des marchés régionaux, des marchés urbains. Puis pour 2020, on prévoit le lancement pour l'Amérique du Nord. Fait qu'on sait que si c'est un moteur électrique, le couple va être terriblement élevé. Tout dépendant aussi la capacité des batteries insérées dans le châssis, mais j'imagine pas en réalité. Tout tient compte du travail que le véhicule aura à faire avec les charges utiles à transporter. Puis là, on parle d'avenir. On a-tu une possibilité d'améliorer encore plus le confort du chauffeur? On a-tu des oui-dire comme quoi que le chauffeur va être encore plus à l'aise? Je vous dirais que présentement, là, pour le produit Volvo, qu'on parle de châssis cabine modèle 740, 760 ou le gros cadre cabine du 860 avec toutes les commodités, je vous dirais qu'on a déjà atteint un summum. Là. Bon, on s'entend bien qu'aujourd'hui, là, on va chercher quand même beaucoup de confort. Là. Effectivement, depuis 2018, dans la nouvelle série 700 de Volvo, le manufacturier a intégré des lits que j'appelle orthopédiques, si vous voulez, avec dossier rétractable, j'ai vu passer ça. Table intégrée dans le mur arrière de la cabine. Non, il y a beaucoup de facilités qui sont amenées au véhicule, en plus des systèmes auxiliaires, systèmes de climatisation autonome à batterie. Système de chauffage au diesel, communément appelé Webasto. Donc, tous ces systèmes-là font en sorte que le confort du chauffeur est accentué là, de beaucoup. Je compare ça souvent à un motorisé. Là. On est rendu là. C'est ça, je pense un peu. Là, Des sièges ventilés, des sièges chauffants, des sièges avec masseur de dos. Écoutez, il y a une panoplie d'options qu'on peut offrir maintenant. Si on parle d'un système intégré, l'infodivertissement est disponible chez Volvo avec système de cellulaire intégré, système GPS intégré. Wi-Fi. Donc, Wi-Fi, donc non, c'est mal alléchant, ça donne le lieu de recommencer. Hein? Oui. Mais si on regarde les nouvelles, on parle pas des nouvelles, je parle surtout des... quand on s'en va en Californie, les normes anti-pollution. Oui. Normes anti-pollution, est-ce que votre compagnie, est-ce que Volvo ont développé de quoi encore plus
exigu là, en lien avec la pollution là, pour les... À l'heure où on se parle, Californie. puis depuis plusieurs années, Volvo conçoit des moteurs qui vont respecter les normes environnementales. On entend souvent parler de crédit carbone. Les crédits carbone vont être appliqués lorsque, à ce moment-là, le moteur, va respecter les normes, mais à un pourcentage près. Okay. Dans le cas de Volvo, je vous dirais que Volvo respecte les normes sans crédit carbone. C'est un moteur qui est hyper propre. Puis on le voit aussi par justement l'entretien, que ce soit du DPF ou que ce soit au niveau du tuyau d'échappement. Aucune accumulation de carbone. Donc, le moteur pourrait tourner au ralenti quand oui, même. Il est là, certifié. Il est certifié. Là, le moteur est certifié, ce qu'on appelle idle. Là. Clean idle. Ouais. Clean idle, effectivement. Mais, comme tu corrigeras, j'ai déjà entendu dire quelqu'un qu'un moteur, que ce soit... on parle de tout ce qui est nouveau moteur, là, oui. Pouvait, en Californie, aspirer de l'air vicié et le rejeter plus propre. On va-tu jusque-là? Là? À l'heure où on se parle, je vous dirais que la motorisation Volvo, ce qui va sortir au bout du tuyau d'échappement va être plus propre que l'air ambiant que le moteur va aspirer pour son bon fonctionnement. OK. Ouais. Fait que, on parle de Volvo, bien entendu. On sait que dans les manufacturiers s'en vont tous vers là. Oui, hein? Il y a des normes à respecter, donc c'est une des raisons principales pourquoi les manufacturiers investissent beaucoup en recherche-développement pour respecter les fameuses normes de l'EPA-CARB. Il y a des normes au niveau des polluants moteurs, il va y avoir des normes aussi au niveau de l'aérodynamisme. Aujourd'hui, on va mettre de l'huile moteur diesel avec un grade de 10-30, oui. Qui, il n'y a pas si longtemps, c'était du 15-40. Ben oui, oui. Les ingénieurs ont développé une huile avec des additifs de manière à rendre plus fluide l'huile, étant donné qu'un grade plus élevé, un grade plus épais faisait en sorte qu'il y avait une résistance au niveau du huile brochée. Donc, tout ce qui englobe la construction du camion est analysé de manière à augmenter, si vous voulez, l'économie de carburant et en même temps d'avoir moins de dépenses au niveau du carburant. Donc, à partir de 2020, je pense qu'on n'aura pas de grands changements. Est-ce que, vous êtes pas mal plus au courant, vous autres, les compagnies, est-ce que les normes anti-pollution sont appelées à rechanger encore ou on est stabilisé pour un petit bout, là? Non, l'EPA-CARB ont déjà dans le carton des nouvelles normes appliquées. Puis là, je vous dirais même qu'on a fait le tour, mais oui, il va y avoir d'autres normes qui vont s'appliquer au niveau des motorisations diesel. Donc, c'est appelé à changer encore un petit peu, là? Ah oui, absolument. Et on veut éliminer, je vous dirais, ils veulent éliminer à 100% les polluants que les camions de transport, camions lourds peuvent produire. Qu'on parle au niveau des manufacturiers de pneus, qui eux aussi ont développé des pneus avec moins de résistance au sol. Les jupes latérales, l'aérodynamisme du camion, la performance moteur versus les polluants qu'il peut créer et son économie là, qu'il peut accentuer. Le couronné carré, là, c'est terminé. C'est terminé. Ça. On s'en va dans du profilé et probablement encore plus profilé de ce qu'on connaît présentement. OK. Ouais. Puis, on parle, je sais que votre compagnie a quand même là, la maison mère là, en Europe. Est-ce que le moteur qui est en Europe s'équivaut au moteur qui est en Amérique du Nord? C'est-tu le même moteur? C'est le même moteur de 13 litres ou le même moteur de 11 litres, sauf qu'à une certaine époque, les normes européennes étaient plus sévères que les normes américaines. Et ça l'a changé à un moment donné. C'est que présentement, les normes américaines sont plus sévères. Donc, le moteur développé pour l'Amérique du Nord est soumise aux normes de l'EPA-CARB. OK. Donc, aujourd'hui, on parle que le moteur en Amérique du Nord est encore plus... moins polluant. Moins polluant, je veux dire, que le moteur en Europe. Oui. Oh, on a fait un grand pas. Oui, effectivement. Donc, c'est des recherches-développement qui ont été faits, pour l'Amérique du Nord. On aurait pu penser que c'est développé en Europe puis la technologie transférée en Amérique du Nord, mais c'est pas le cas pour ce qui est des dernières normes, là, qu'on parle de 2004, 2007, 2010. Super, ça. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait le tour pas mal, là. On a touché pas mal
tout cas, ça donne le goût là, de repartir sur la route. Puis, je t'invite, Francis, puis on pourra faire un essai routier, puis faire le tour du camion, puis je pourrais te prouver hors de tout doute là, qu'au niveau confort camion, visibilité, sonorisation, comme on en parlait au début de l'entrevue, c'est là. Un propriétaire de camion Volvo pourrait te le dire, te le confirmer. C'est vraiment le confort, le silence. Puis, quand on cherche ça, c'est sûr et certain qu'on peut s'enligner là, on est en mesure de l'offrir, effectivement. Super. Bien, merci beaucoup, Serge. Ça me fait plaisir. Ça a été vraiment intéressant. Merci. Merci à tout le monde. Vous pouvez partager le podcast là, autant de fois que vous le voulez. Ça peut être intéressant. Ça peut attirer le monde là, à chauffer des camions. Ben, regarde, les nouvelles technologies sont là pour aider tout le monde. Fait que merci. On se revoit pour une prochaine. Bye.